Centre de profit MCO. Bonjour, Maxime Dubois, partenaire d'affaires ressources humaines, Target Canada. Bonjour, Josiane Duguay, coordonnatrice santé, sécurité et formation chez Siemens Canada Limited. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'abord du temps que vous prenez pour nous écouter aujourd'hui. Il nous fait extrêmement plaisir de nous trouver devant vous aujourd'hui pour vous exposer le diagnostic qu'on a fait par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise et apporter les solutions qui s'appliquent au mieux afin de redorer la situation et permettre que tout se passe au mieux. Avant toute chose, j'aimerais prendre quelques instants pour vous expliquer la manière dont on aime fonctionner, notre philosophie notre philosophie d'analyse et de diagnostic chez nous pour le groupe EOL. La façon dont on fonctionne, c'est que lorsqu'on intervient dans les entreprises, on aime bien se baser sur les outils déjà présents dans l'entreprise et de les reprendre, mais de les bonifier et de les optimiser de façon à répondre aux besoins actuels et de répondre à toutes les difficultés auxquelles vous faites face dans les situations qui se présentent. Donc, sans plus attendre, nous sommes donc le groupe EOL et nous sommes les représentants du groupe avec Stéphanie Fréchette ici, Thomas Simard et moi-même, Robin Ducoudray. Donc, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui était simple. Nous sommes là pour vous présenter des solutions par rapport aux difficultés que vous rencontrez en matière d'attraction des candidats et surtout des bons candidats qui s'adaptent le mieux au poste de gestionnaire et de cadre que vous cherchez à combler, ainsi que, par la même occasion, de diminuer le taux de roulement, qui est une difficulté auquel vous faites face une fois que les bons candidats sont recrutés. Donc, nous avons identifié plusieurs éléments contextuels qui sont importants à considérer pour permettre d'apporter les solutions les plus adéquates, notamment le premier qui est le fait que vous ayez une mission et des valeurs qui sont précises et très positives, je dirais, en matière de ressources humaines, de gestion des ressources humaines, puisque vous mettez de l'avant l'apport des ressources humaines dans la poursuite des objectifs de l'entreprise et dans l'atteinte de ces objectifs. Donc, on a identifié aussi l'élément de la décentralisation de votre gestion comme un élément important, étant donné que ça implique certaines dynamiques de ressources humaines qui sont spéciales. Je m'explique par rapport à ça. La décentralisation implique que chaque directeur de centre de profit, de CP, comme vous les appelez, soit relativement autonome, je dirais. C'est-à-dire que le fait que ce soit décentralisé apporte des dynamiques spéciales et fait que les directeurs doivent avoir les outils nécessaires pour faire face à différentes situations sans avoir forcément de supérieurs immédiats à disposition. Donc c'est ce qu'apporte le phénomène de la décentralisation. Le dernier élément contextuel important, c'est le fait que les ressources humaines sont au cœur du succès de votre entreprise et vous avez su le reconnaître au long du déroulement de vos opérations. Donc c'est quelque chose d'important à considérer dans l'élaboration des mesures. Donc, afin d'élaborer des suggestions et des solutions les plus efficaces possibles, nous avons identifié des défis auxquels il faut faire face, qui sont des éléments qu'il faut considérer dans l'élaboration des différentes solutions. En premier, le fait qu'il y ait une forte concurrence implique que vous devez vous démarquer. Vous vous démarquez dans un sens, mais le fait qu'il y ait une concurrence, ça implique qu'il faut garder à l'esprit que les différentes mesures qui sont prises doivent permettre de répondre aux besoins de rester compétitif au maximum et que ces solutions ne doivent pas vous handicaper au point que la concurrence pourrait reprendre le dessus. Deuxième point, encore une fois, la décentralisation qui nous apparaît comme un élément important, j'ai déjà mentionné. Ce que ça fait, c'est que ça peut créer certaines difficultés au niveau de la communication entre les différentes succursales, entre la hiérarchie et les différents postes hiérarchiques. Donc c'est un défi à considérer dans l'élaboration des solutions. Troisième point, la vision de l'organisation. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une contrainte, mais c'est évidemment un élément qui est central, puisque toutes les mesures prises et tous les agissements de vos employés, je dirais, doivent coller avec la vision de l'organisation et avec ses valeurs. C'est pourquoi il est toujours intéressant et plus qu'intéressant, mais même important de continuer à mentionner aux employés la vision pour permettre qu'ils ne s'éloignent pas de la ligne directrice que vous cherchez à leur confier. Finalement, un élément qui nous apparaissait important est l'écart intergénérationnel entre les différents employés au sein des organisations, puisque lorsque vous offrez des outils et que vous proposez des solutions à des gestionnaires, les solutions qu'on propose.
C'est pourquoi faire en sorte que les solutions s'adaptent au mieux à la vision de chacun des employés personnellement va être un défi à relever. Évidemment, ces défis laissent place à certains atouts et certaines forces sur lesquelles il va être important d'appuyer pour permettre une meilleure implantation des différentes mesures, notamment le fait que que l'entreprise soit un leader dans son domaine. Ce que ça implique, c'est qu'il y a une certaine notoriété derrière tout ça, qui fait que la clientèle sait qu'elle peut recevoir un service de qualité et qu'elle sait qu'elle sera pas déçue puisqu'il y a une réputation qui précède l'entreprise et dont elle peut bénéficier. Évidemment, en lien avec ça, le fait que les clients puissent vous faire confiance implique que vous ayez une bonne santé financière, ce qui sous-entend certains moyens financiers qui vont donc permettre de peut-être chercher des mesures plus audacieuses puisque le budget peut suivre les solutions. Le programme de formation... Oh, pardon. Je n'ai pas tout à fait terminé. Donc le programme de formation, évidemment, c'est un point clé dans le raisonnement qu'on poursuit aujourd'hui, étant donné que ce programme, pour les directeurs des centres de profit, est un programme très élaboré et très complet. C'est un outil vraiment, je dirais pas compliqué, mais c'est un outil qui est très élaboré, je cherche le mot, mais je pense que c'est ça le correspond mieux. C'est un outil très élaboré qui a été très pensé et qui est vraiment très complet, donc c'est vraiment une force sur laquelle il faut miser. Il y a une façon de porter afin d'optimiser réellement le programme, mais c'est vraiment quelque chose, c'est une grande force pour l'entreprise. Et finalement, l'encadrement des différents candidats, c'est un point fort, et je vais m'expliquer par rapport à ça, c'est que malgré la décentralisation, les candidats et les employés sont quand même encadrés à un certain point, notamment par le programme de formation duquel bénéficient les candidats et les nouveaux employés pendant plusieurs années. Ce programme, comme j'ai dit, est très complet, ce qui permet aux employés qu'ils ne soient pas laissés à eux-mêmes directement et qu'on leur donne vraiment tous les outils nécessaires avant de les lancer à des postes de direction. Donc, pour la suite de l'analyse, je vais finalement céder la parole pour qu'on vous parle un peu des difficultés qu'on rencontre et du cœur du problème. Merci. Alors, pour faire suite à l'analyse de mon collègue ici, nous avons déterminé avec les données que vous nous avez données aujourd'hui, vous avez quand même des difficultés à rencontrer et les difficultés qu'on vous a mentionnées précédemment dans le mandat que vous nous avez remis, c'est l'attraction des bons candidats et la rétention du personnel. L'attraction des bons candidats, on entend par là que vous recherchez les meilleurs candidats pour être les cadres qui vont être les gestionnaires dans vos CP. Et puis, ces bons candidats, ce sont les talents, et ce qui est le plus important chez vous, qui va faire que l'entreprise EMCO va devenir encore le leader qu'il est déjà, mais qui va rester à sa place de leader. Et puis, la rétention du personnel, c'est une de vos difficultés rencontrées qui est la plus, selon notre analyse, qui est très importante chez vous, c'est-à-dire que les employés peut-être vont profiter de la formation et puis peut-être quitter. Par la suite, il y a peut-être certaines données qui n'étaient pas présentes dans le document, mais c'est ce que nous avons pu croire dans l'analyse. La mobilité peut être également un enjeu dans la rétention du personnel qu'il va falloir analyser plus loin à la suite peut-être avec d'autres données qu'il faudrait donc pouvoir voir si la mobilité est réellement un enjeu pour certaines personnes ou pas chez vous. Merci. Donc maintenant qu'on a fait l'analyse, on va y aller aux choses plus sérieuses un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on vous suggère pour régler vos problèmes? Donc, tout d'abord, au niveau de l'attraction des bons candidats, on a fait ça en trois volets qui se cheminent un à la suite de l'autre. Donc, on va y aller avec le premier. Révision de la description de poste. On a remarqué que dans votre description de poste, vous demandez 3 années d'expérience, mais aussi vous recrutez des gens qui sortent de l'université ou du collège. Donc, on trouve qu'il y a une petite dissonance dans la description de poste. On ne sait pas si vous utilisez la même lorsque vous recrutez du personnel en général dans la population que lorsque vous recrutez directement ces personnes-là sortant des universités. Donc, si vous utilisez la même description de poste, à ce moment-là, bien, vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues puisque dans la description de poste, vous demandez 3 années d'expérience, chose qui est très difficile pour les personnes sortant de l'université.
Donc ça, ce serait quelque chose à regarder au niveau des années d'expérience. Aussi, au niveau de la scolarité, vous êtes à la recherche de gestionnaires, des gestionnaires qui vont avoir une responsabilité complète de direction d'une entreprise. Pour cette raison, je vous conseillerais d'y aller avec des bacs plutôt que des collèges comme scolarité minimale. Simplement parce que ces personnes-là vont avoir une expérience de base qui va vous permettre d'économiser lorsque vous allez faire les formations. Ça va vous permettre de diminuer certaines catégories de formation que vous avez besoin d'offrir à des gens qui sont au collégial, mais que des gens qui ont eu un bac ont déjà de base. Par la suite, ce serait intéressant de rajouter dans votre description de tâches que lors de la formation que vous offrez, vous demandez à vos candidats d'être mobiles, donc c'est-à-dire de déménager pour avoir de l'expérience dans différentes CP. Donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué qui n'est pas présent et qui pourrait justement décourager certaines personnes ou encourager d'autres personnes à venir postuler pour vous et à rester justement. En deuxième lieu, je vais vous parler du développement de la marque employeur. Vous nous avez dit que votre entreprise est moins sexy que Google ou que d'autres entreprises. On croit que ce n'est pas le cas. On croit que vous avez autant de potentiel que n'importe quelle autre entreprise de devenir aussi sexy. Comment on va y arriver? Eh bien, on vous propose certaines solutions. Donc, tout d'abord, en donnant un chef de file. Vous êtes déjà chef de file dans votre domaine partout au Canada, mais les candidats que vous recherchez doivent le ressentir aussi. Vous devez leur démontrer que lorsqu'ils viennent travailler pour votre entreprise, ils deviennent des gestionnaires de projet. Ils deviennent des responsables d'une compagnie entière, ils ont la possibilité d'être promus, puis d'avoir de grandes responsabilités. On trouve, à la suite de notre analyse, que vous ne mettez pas suffisamment l'accès sur le cheminement de carrière que les employés peuvent avoir, puis sur la responsabilité qui repose sur les gestionnaires lorsqu'ils vont avoir terminé leur programme de formation. Par la suite, la rémunération. Vous avez déjà un programme de rémunération qui est excellent, qui redistribue une partie des profits, chose qui est simplement à mettre en valeur pour les candidats potentiels. Par la suite, vous nous avez fait part aussi que vous êtes très axé au niveau politique environnemental. C'est quelque chose de très in présentement, c'est quelque chose qu'il faut mettre de l'avant, quelque chose qui va intéresser vos talents potentiels. Donc, simplement, encore une fois, y aller de l'avant. On va vous expliquer plus tard avec l'équipe de marketing ou les responsables de marketing comment vous pourriez davantage axer là-dessus. Finalement, vous nous avez souligné que dans votre entreprise, il y a plusieurs risques qui sont présents. Vous les inscrivez d'ailleurs dans votre description de poste, chose qui peut peut-être alerter certaines personnes. Vous avez des lourdes charges pour certains candidats. Par exemple, si certaines femmes désirent postuler pour des postes, eh bien, ils peuvent être un petit peu apeurés d'avoir à bouger 200 kilos, 200 livres de marchandises. Donc, en ayant un bon programme santé-sécurité, en le mettant de l'avant, eh bien, ça va rassurer certaines personnes de poursuivre dans votre entreprise. En troisième lieu, et finalement pour cette partie-là, l'optimisation du processus de dotation. Avec les éléments qui nous ont été fournis, on n'avait pas suffisamment de données pour déterminer comment se constitue votre processus de dotation. Sur quoi se basent vos étapes de dotation? Comment est-ce que vous procédez? Procédez-vous par compétences? Où est-ce que vous faites vos recherches? Quels sont exactement les tests que vous désirez faire passer? Est-ce que vous avez 1, 2, 3 entrevues? Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment analyser pour déterminer si on peut couper à certains endroits, modifier d'autres, en ajouter. Donc, c'est quelque chose que présentement, on n'a pas l'information pour vraiment construire là-dessus, mais on s'intéresserait beaucoup à analyser ces éléments-là. En ce qui concerne le deuxième problème, la deuxième difficulté rencontrée, qui est la rétention du personnel, cette fois, on a organisé notre raisonnement en deux parties. D'abord, il va être intéressant de réviser le programme de formation dont on parlait plus tôt, c'est-à-dire ce programme qui permet aux candidats de devenir vraiment les gestionnaires de talent avec tous les outils nécessaires pour assumer leurs fonctions. On trouve que ce programme est relativement, même s'il est très complet, il est peut-être un peu trop complet dans le sens où c'est beaucoup de coûts et c'est une durée assez longue. C'est pourquoi on pensait le remanier, notamment en diminuant la première phase, c'est-à-dire la phase d'entrée dans les entrepôts, en divisant les 6 mois requis par 2, c'est-à-dire faire en sorte que cette période dure uniquement 3 mois. Ce que ça permet, c'est évidemment de donner un premier aperçu de l'entreprise sans pour autant
que ce soit trop lourd pour l'employé qui aspire à devenir gestionnaire en lui laissant exécuter uniquement des tâches d'entrepôt, donc des tâches dans un poste d'entrée. Deuxièmement, il serait intéressant de fusionner les phases 2 et phase 3, étant donné que ces phases se rapportent relativement aux mêmes fonctions, puisqu'il y a un contact avec le même type de clientèle, c'est-à-dire avec un poste de vendeur interne, c'est-à-dire avec une clientèle directement dans un rôle de vendeur interne. Évidemment, cette fusion permettrait également de gagner du temps, en plus que ces deux phases soient réunies. On pourrait couper au niveau du temps par rapport à ça. Ensuite, par rapport toujours à la formation, on pensait ajouter un volet engagement au travail, dans le sens où ça nous apparaît comme une condition essentielle pour que les candidats soient conscients de ce qu'on attend d'eux et qu'ils soient vraiment satisfaits de la place dans laquelle ils se trouvent dans l'entreprise. Ce volet engagement au travail serait une formation à part entière dans les heures requises pour les 40 heures nécessaires de formation annuelle. Ce volet-là serait vraiment inclus là-dedans et non pas dans le programme de formation en tant que tel, celui qui vise la formation des gestionnaires. Le deuxième volet, donc évidemment, c'est l'engagement au travail. Ça me permet de faire un lien avec ça, puisque en parallèle de la formation, ça permettrait vraiment je m'exprime très mal, excusez-moi. Le fait que les employés soient conscients de l'importance du climat de travail, d'avoir un bon climat de travail dans un premier temps, permettrait non seulement de les motiver davantage, mais ultimement ça permettrait de les maintenir motivés, les maintenir engagés par rapport à leur travail et par rapport aux tâches qu'on leur a confiées. Ce pourquoi, ultimement, ça permettrait qu'ils se sentent vraiment valorisés et qu'ils permettent de se réaliser dans l'exercice de leurs fonctions. Et évidemment, combiner à ça avec un programme de reconnaissance efficace, ça permettrait vraiment de leur montrer leur importance au sein de l'organisation et tout ce qu'ils peuvent apporter. Ce qui nous amène à la suite de notre raisonnement, c'est-à-dire les coûts reliés au changement par rapport au plan de formation. Alors, pour vous expliquer les coûts qu'on a pu déterminer avec les données que vous nous avez transmises dans le document, vous aviez dit que la formation de 3 ans et demi à 5 ans avait des coûts d'environ 200 000 $ pour la formation. On est arrivé à un calcul assez simple pour des gens en GRH. Pour nous, c'était un calcul simple. Donc. Et puis, on a déterminé que ça coûtait environ 4 400 $ par mois de formation. Avec ce calcul, on a déterminé qu'anciennement, la formation d'environ 3 ans et demi, de 45 mois, coûtait 200 000 $. Puis donc, si on diminue la phase 1 à 3 mois, ça va coûter 13 000. Phase 2 à 12 mois au lieu de 18 mois. C'est ici qu'on fait l'économie de 9 mois, en fait. Donc, il va faire un total d'une formation qui va durer 36 mois et qui coûterait environ 160 000 $, ce qui fait une économie pour EMCO de 40 000 $ de coût de formation, qui est quand même un montant substantiel. Dans le document, on n'avait pas le nombre de postes de cadres qu'il y avait à combler, mais selon les données, donc ça peut faire une économie substantielle au bout du compte chez vous qui va être quand même très importante. Et puis, voilà l'analyse des chiffres. Maintenant, passons au plan d'action. Donc maintenant qu'on vous a expliqué ce qu'il fallait faire, on veut vous dire comment le faire et quand le faire. Donc à court terme, 6 mois environ, donc d'aujourd'hui à 6 mois. On vous conseille de procéder à la révision des postes et à l'affichage. Ce qu'on veut dire révision de poste, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, c'est voir à modifier les éléments qu'on vous conseille. Puis l'affichage, c'est peut-être aussi aller voir où est-ce que vous affichez. Vous nous avez dit que présentement, les sites universitaires fonctionnent bien, mais vous ne trouvez pas les bons candidats. Ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'aller voir aussi avec LinkedIn, des réseaux sociaux, ces genres de choses-là. Surtout LinkedIn qui vous permet d'aller voir des profils spécifiques pour des candidats spécifiques. Donc, ça peut être une solution. Par la suite, faire des recherches au niveau des normes ISO. Ça, c'est au niveau de la marque employeur. C'est au niveau des normes ISO environnementales, SST. Donc, c'est quelque chose qui pourrait facilement donner un coup d'œil pour les employés, pour les talents. Donc, ce serait un avantage comparatif pour vous au niveau des talents, mais aussi au niveau de votre marché. Par la suite, désigner un analyste en SST parce que vous ne pouvez pas vraiment déterminer les normes ISO comme ça sans faire une analyse un petit peu de ce qui se passe dans votre environnement. Donc, de simplement identifier une personne qui pourrait déterminer ce en quoi consiste la SST présentement dans votre organisation, la documenter. Comme ça vous permettrait de faciliter un petit peu les recherches.
Ensuite, débuter l'analyse du processus de dotation, c'est ce que je vous ai parlé aussi. C'est simplement voir c'est quoi votre processus présentement et modifier certains éléments si nécessaire. Ensuite, à moyen terme, apporter les changements au processus de dotation, procéder à la réduction des phases de formation, promotion de la marque employeur en partenariat avec le marketing de votre organisation, établir et ajouter une formation, l'engagement au travail dans le 40 heures que vous avez à faire, et finalement, mise en place du programme de reconnaissance, suivi et évaluation des mesures en regardant les chiffres de taux de roulement et de conservation là, des CV et des postes. Rapidement, on a identifié quelques facteurs de succès qui sont le renouvellement de procédures, le respect des valeurs d'entreprise et l'appui à la gestion. Concrètement, ce sont vraiment les facteurs qui vont faire que le succès pourra être assuré dans l'application des mesures et dans la mise en place des nouvelles procédures. Donc c'est ce qui conclut notre présentation. Si vous avez des questions, on serait ravis de pouvoir y répondre. Merci. Vous nous avez parlé de mettre en œuvre un programme au niveau de la santé-sécurité, que ça pourrait améliorer certaines choses dans l'entreprise. Oui. Est-ce que vous pourriez aller peut-être un petit peu plus en profondeur au sujet de ce programme-là? Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme amélioration chez nous? Oui, en fait, on s'est rendu compte à la lecture des informations qu'il y avait certains éléments qui étaient particulièrement risqués, si on veut, dans votre entreprise. Vous les mettez dans votre description de tâches directement. Donc, cet aspect-là, pris de côté uniquement, pourrait décourager certaines personnes d'appliquer pour les postes, surtout les femmes. C'est ça qui nous a sauté à l'esprit. Votre programme en SST, à ce moment-là, si votre organisation en partenariat avec l'image de marque promeut le côté santé-sécurité, à ce moment-là, vous devenez une marque employeur, un employeur de choix qui prend en considération la santé de ses employés, autant au niveau physique que psychologique, évidemment. Je ne sais pas si ça répond. Concrètement, par exemple, il faudrait qu'on étudie un petit peu plus les éléments d'entreprise. Vous avez recommandé de réduire les phases dans le programme et faire le temps plus court, 36 mois au lieu de 45 mois, pour sauver les coûts et aussi pour augmenter la rétention. Mais et vous avez dit aussi, avec la décentralisation, c'est très important d'avoir quelqu'un bien qualifié. Et nous autres, nous pensons que c'est absolument nécessaire de 3 à 5 ans. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de convaincre les personnes pourquoi c'est important que ce soit 3 à 5 ans au lieu de... Au lieu de réduire? C'est ça. Ok. Oui, donc évidemment, je vous dirais que convaincre les personnes que de l'utilité de l'utilité que le programme de formation soit aussi long, ça peut être une tâche assez compliquée puisque évidemment il y a sûrement des moyens, mais le fait que c'est surtout au niveau d'entrée, du début du programme, la phase numéro 1 qui dure 6 mois. Étant donné que ces candidats aspirent à devenir vraiment des gestionnaires et que le programme de formation est ultimement fait pour ça, d'avoir une période aussi longue d'adaptation sur un poste qui n'est pas tout à fait relié aux fonctions qu'ils auront à faire plus tard, ça peut être un peu délicat. C'est pourquoi ça nous paraissait essentiel de réduire. Seulement, oui, si on veut vraiment les convaincre, ça serait important de mettre l'emphase sur justement le rôle qu'ils vont être appelés à jouer plus tard et de leur prouver l'utilité immédiate de ce qu'ils apprennent dans les premières phases, les phases d'entrée. Donc prouver l'utilité immédiate de ces postes-là pour voir à plus long terme dans les fonctions de gestion. C'est là-dessus qu'il faudrait appuyer quand on cherche à convaincre. Si je peux me permettre de rajouter aussi, vous avez autant des CP qui sont de 3 employés que de 150 employés. Donc, l'importance justement de bien connaître les entrepôts et tout ça est beaucoup plus importante dans une entreprise de 3 employés que de 150. Donc, peut-être qu'en misant là-dessus, ça pourrait les convaincre aussi. Vous avez parlé de l'analyse du processus de dotation. Est-ce qu'il y a un élément qui vous vient à l'esprit sur lequel on devrait mettre l'emphase un peu plus, s'il y en a un? Oui. Si je peux me permettre, évidemment. D'après les données qu'on a reçues, évidemment, c'est là-dessus qu'on s'est basé, on voit qu'il y a beaucoup d'analyses comportementales, de comment les employés se comporteraient face à telle ou telle situation. Donc non seulement des tests psychométriques, des entrevues, évidemment, qui est le moyen le plus simple, mais selon nous, il peut être intéressant de regarder aussi les compétences que les employés ont en entrant, même s'ils ont, je dirais, avant même qu'ils reçoivent le programme de formation, même si sont des diplômés fraîchement sortis de l'université,
il peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà comme compétences et faire vraiment un processus précis d'analyse pour ça, plutôt que de se concentrer uniquement sur les comportements et sur la manière dont ils réagiraient par rapport à des situations. Donc, avec les données que vous nous avez fournies, c'est à peu près ce qu'on a vu. Donc, vraiment d'axer autant sur les aspects comportementaux des employés que sur l'aspect des compétences brutes. C'est bon. C'est bien? C'est bien. Eh bien, merci. C'est bien.